Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rendez-vous Trading. Nous analysons ensemble le climat boursier en constante évolution pour vous accompagner au cœur des marchés. Volatilité, opportunité, marché où chaque fluctuation compte. Comprendre, c'est savoir s'adapter. Changement économique, c'est être prêt à saisir les meilleures opportunités. Marché Forex, matières premières, nous explorons pour vous les grandes tendances qui façonnent l'économie mondiale afin de vous donner une meilleure compréhension de ces mouvements. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de votre émission Rendez-vous Trading. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Stéphane avec nous pour une analyse sur les matières premières et les valeurs minières. Sans plus tarder, je vous dis à tout de suite. Salut Stéphane, comment ça va? Salut Makram, merci pour cette invitation. Ça va très très bien. Je suis très heureux d'être avec toi ce soir pour discuter des marchés financiers. C'est un rendez-vous qu'on avait fixé il y a une semaine et je Oui, trouve que ça tombe vraiment pile poil puisque j'avais prévu de parler de l'or, de l'argent et des c'est minières vrai. et c'est un bain de sang et c'est encore plus intéressant quand c'est dans ce genre de configuration. C'est toujours plus intéressant de voir les intervenants qui se mouillent un peu puisque c'est toujours plus délicat lorsque c'est pas du tout linéaire. Je vais peut-être commencer par me présenter un petit peu puisque personne ne doit me connaître. Non, non, non. Euh, Donc moi, je suis investisseur depuis 2002. En fait, je suis Ok, rentré dans le milieu bancaire comme téléconseiller spécialiste où ma fonction consistait entre autres à passer des ordres de bourse pour des clients. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au marché financier à cette période-là, en 2002. Et peu de temps après être rentré dans cette banque, j'ai des collègues qui m'ont proposé de monter un club d'investisseurs avec eux, un club d'investissement plutôt. Donc, on a décidé de monter un club où on était une petite dizaine pour se former et monter en compétences autour des marchés financiers et pour monter aussi un petit peu en patrimoine financier si c'était possible. Donc, on a commencé à investir tous ensemble. C'était super intéressant. C'était des formateurs à différents niveaux puisque on était à travailler ensemble en équipe pour aller chercher des news, chercher des informations sur les sociétés qu'on voulait rentrer en portefeuille, etc. Donc, c'est une aventure qui a duré quelques années, je dirais jusqu'en 2005 à peu près. Ensuite, j'ai continué à investir, mais de mon côté, toujours en me basant principalement sur l'analyse fondamentale. Je croyais pas du tout à l'analyse technique à l'époque. ok. Et en 2009, j'ai quand même pris un virage différent. À l'occasion d'un voyage, j'ai acheté deux bouquins pour le voyage. Le bouquin de Tami qui venait de sortir, L'art du trading, et un autre bouquin sur les chandeliers japonais. Et j'ai décidé à ce moment-là, c'était la période de la crise des subprimes, où je m'étais pris plein fer la crise et je ne l'ai pas du tout vu arriver. J'ai décidé de revoir ma façon de travailler et de me baser un peu plus sur l'analyse technique. Et donc, ça a été un virage assez intéressant. Donc, j'ai continué à investir sur les marchés financiers, principalement sur actions, Mhm. actions US surtout jusqu'en 2017-2016. J'ai une petite période où j'ai un petit peu mis entre parenthèses les marchés financiers pour me consacrer à l'immobilier. Et puis je suis revenu sur les marchés financiers vers 2018. Mon associé qui rentre un jour dans mon bureau qui me dit, Steph, regarde cette action. Et puis là, ça y est, Et c'est hop, j'ai repris reparti, quoi. direct. Voilà, alors que j'avais mis ça de côté comme un alcoolique qui veut plus toucher à un verre d'alcool. En fait, et donc, je suis retombé dans les marchés financiers et j'en étais très heureux. Et arrive la crise Covid 2020. Et puis là, on voit arriver nos amis qui nous disent on veut investir sur les marchés, plein de nouveaux arrivants qui nous contactent. Et on décide de créer un club sur Facebook, un groupe où on était au début une petite poignée. Et puis très vite, on s'est retrouvé à plusieurs milliers de membres où on partageait nos analyses. Ça a pris de l'ampleur, donc on a décidé de créer une plateforme, un business une application mobile qui s'appelait Bull Tribe.
qu'on a sorti où on mettait en relation tous ces investisseurs avec de vrais professionnels, une cinquantaine, des traders, des gérants de portefeuille, des sociétés de gestion, pour leur proposer des services d'analyse. Euh, Ensuite, on a vu que les besoins avaient évolué et on a proposé des services à des family office et des CGP où on sélectionnait des traders pros. On suivait leur stratégie pendant plusieurs mois en bêta test, où on pluguait des outils d'analyse technique pour analyser leur gestion du risque, faire monter en qualité leur stratégie et au bout de quelques mois, on proposait leur stratégie qui était à un niveau optimal de performance risque à des family office. Donc c'est une aventure qui a duré peut-être 2 ans, qui était super passionnante. Et on a décidé cette année d'arrêter Bull Tribe et de faire un petit peu chacun de son côté de nouvelles aventures. Donc moi j'envisage de lancer une société l'année prochaine où je vais m'adresser principalement à des institutionnels pour proposer des stratégies de trading systématique, Ok. quantitative. euh, on va dire, spéculative, mais aussi pour couvrir des risques, on va dire des tail risques, des risques qui pourraient être des risques extrêmes. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire l'année prochaine avec sans doute aussi un site où il y aura des partages d'analyses sur de la recherche macroéconomique, puisque c'est ma passion depuis de nombreuses Ouais. années. Voilà, donc aujourd'hui, on avait fixé un objectif, c'était de parler de Oui, différents thèmes qui peuvent être particulièrement d'actualité. c'est vrai. L'or, l'argent, les valeurs minières dont on parle trop peu. Et donc, l'or, c'est quelque chose qui m'a intéressé il y a 5 ans, on va dire. J'ai commencé à m'y intéresser. Comme je me suis intéressé de plus en plus à la macroéconomie, l'or, c'est quand même quelque chose un actif à part entière et quand même très particulier, Oui. puisque il permet d'évaluer la valeur d'autres actifs en se basant sur autre chose que des dollars. Et donc, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant de venir utiliser cet actif comme un indicateur à lui seul, en part entière. Par exemple, on a souvent un indicateur qui est le Gold to Cooper ratio. On dit souvent de cet indicateur qu'il a un doctorat en finance, puisque c'est un indicateur qui donne le sentiment des investisseurs par anticipation, puisque lorsque l'or a tendance à monter, ça veut dire que les investisseurs vont chercher à se couvrir contre un risque particulier. Et au contraire, lorsque le cuivre a tendance à se revaloriser par rapport à l'or, ça montre un accès d'optimisme, puisque on pense qu'il va y avoir l'économie qui va être florissante, etc. Donc, c'est des actifs qui m'ont beaucoup intéressé. Donc, il y a des considérations peut-être, on va dire aussi historiques. En fait, l'or, c'est pas seulement un actif spéculatif, c'est aussi une monnaie, puisque l'or regroupe toutes les caractéristiques pour être une monnaie à part entière, hein. Oui. C'est une unité de compte, il est reconnu de partout dans le monde, il peut s'échanger facilement. Il est fongible. Donc, l'or, ça a été la première véritable monnaie et c'est un actif qui présente des caractéristiques très particulières. Euh, En période de crise où on a une émission de masse monétaire qui est excessive, l'or prend vraiment un sens très particulier puisque les gens vont venir se rattacher à des actifs tangibles comme l'or, l'argent, parfois l'immobilier, ça peut être des terrains, ça peut être des tas de choses comme ça. C'est vrai. L'or, c'est pas seulement un métal précieux utilisé en bijouterie, hein. C'est une véritable monnaie. Et comme disait John Pierpont Morgan, c'est la seule véritable monnaie. Tout le reste, c'est que du crédit. Donc, il remplit différentes fonctions, une fonction de réserve de valeur, notamment sur le long terme, face à l'inflation et face aussi aux risques que peuvent présenter les marchés financiers, les risques géopolitiques, puisqu'il n'est pas du tout corrélé avec le reste des marchés financiers. Il va jouer un rôle un peu de contrat d'assurance pour les investisseurs. Alors,
on a vu l'or progresser énormément depuis 2020. J'entends beaucoup sur les réseaux depuis quelques jours dire, et en plus, les marchés semblent donner raison à ces détracteurs de l'or en disant, ça y est, c'est fini, l'or est à plus de 4 300 $, il va s'effondrer, les investisseurs se rabattent sur le Bitcoin ou sur d'autres actifs. Euh, alors, à titre personnel, je pense que ça n'est pas du tout le cas. On est face à un actif qui a fortement progressé ces 5 dernières années, mais qui a été principalement acheté par des banques centrales et très peu par des investisseurs particuliers, surtout par les investisseurs particuliers occidentaux qui s'intéressent très peu à l'or pour des raisons culturelles. On a quelque chose d'un petit peu différent quand même dans les pays asiatiques. Mais pour l'instant, c'est principalement des banques centrales qui ont décidé de se couvrir contre les risques géopolitiques et aussi contre le débasement monétaire et la perte de valeur des monnaies. Et il y a aussi un peu de défiance aussi vis-à-vis des États-Unis et une dédollarisation qui a démarré il y a quelques années et qui continue à s'accélérer. Donc, je pense que tant qu'on n'a pas massivement les investisseurs particuliers qui achètent dans le FOMO de l'or, on est encore loin des sommets. Alors, j'avais fait différentes analyses ces dernières années sur l'or pour donner des projections de ce qu'on pourrait viser comme objectif quand l'or était encore à 2000 $. Donc, j'avais donné des objectifs qui peuvent sembler démesurés, puisque je viserais plutôt les 9 000 $, entre 8 000 et 9 000 $ en objectif sur l'or. D'accord. Parce que je pense qu'on est dans des schémas qui sont très similaires à ce qu'on a eu dans les années 70, entre 76 et 80, où on a eu l'or qui a eu une progression de plus de 770% en 4 ans. Donc on en est encore loin, hein. On n'est même pas à mi-parcours pour l'instant par rapport à cette progression. Et je pense qu'on est dans un schéma de stagflation qui est très similaire à celui qu'on a eu à l'époque. Alors il y a des choses qui sont quand même très intéressantes en termes de cyclicité sur l'or. C'est quand on regarde la durée de ces cycles qu'il a eu sur les phases de progression, comme on a eu entre 76 et 80 et qu'on a eu entre 2011 et 2016 et qu'on a eu depuis 2018 maintenant, on peut reconnaître aussi des similitudes dans ces cyclicités sur l'or. On a eu des périodes de 41 mois, je crois, entre 76 et 80 pour avoir atteint le sommet en 1980. On a eu 1,618 fois, vraiment pile, une durée 1,618 fois, 618 fois plus longue, donc le chiffre d'or, hein, le ratio de Fibonacci, sur la deuxième période qui a duré 67 mois. Et si on devait avoir la même proportion sur le cycle qui a démarré en avril 2018, ça nous donnerait un sommet de cycle en août 2027. Et si on est sur une progression qui est similaire à celle qu'on a eue dans les années 70, où on était sur un schéma qui était quand même très similaire à différents aspects, on pourrait aller chercher les 8 900 $. Donc, bon, après, l'évaluation à la hausse, elle est franchement sujette à questionnement parce qu'on en est encore très très loin. Il y a beaucoup d'eau qui va passer sous les ponts d'ici là. Donc, ce qui guide actuellement les achats d'or, c'est principalement les banques centrales et le fait qu'on n'a plus de monnaie as good as gold. Le jour où on aura une nouvelle monnaie qui viendra remplacer le dollar sur la scène internationale comme monnaie de réserve, les choses seront sans doute différentes. Donc, pour l'instant, on n'en est pas encore là, hein. On est toujours avec le dollar comme monnaie de réserve, même si la tendance à être de moins en moins utilisé par certains pays BRICS qui vont se tourner vers d'autres monnaies. Euh, donc, je pense que la consolidation et même la correction, on peut dire qu'on peut avoir depuis quelques jours et qu'on risque d'avoir encore dans les prochaines semaines, c'est quelque chose de tout à fait sain pour l'or et qu'il ne faut pas percevoir comme une fin de cycle. À mon avis, ce serait une grave erreur. Euh, L'argent a tendance à suivre l'évolution de l'or avec un petit lag et avoir une volatilité beaucoup plus importante et de rattraper l'or, ce qui a déjà été le cas là, hein. Si on regarde sur les dernières années, on a eu une Ouais. performance stratosphérique sur l'or, mais encore plus importante Sur le sur silver, l'argent. ouais. Ouais. Et sur l'argent, ce qui amène à réfléchir maintenant sur les niveaux sur lesquels on se trouve aujourd'hui, c'est qu'on est en train de flirter avec le niveau des 50 $.
Et le niveau des 50 dollars, c'est quand même une barrière psychologique qui est monstrueuse, puisque c'est un niveau qui avait été atteint dans les années 80 avec les frères Hunt, deux frères texans qui avaient décidé d'acheter pour 150 millions d'onces d'argent pour venir assécher l'offre et faire exploser les cours, et qui sont trouvés coincés dans un corner avec le COMEX qui avait décidé de les bloquer et de proposer uniquement les positions short. Et donc les cours se sont effondrés derrière. Eux, ils ont eu des procès pour abus de position et manipulation de cours et tout. Donc il y a eu ce niveau de seuil de 50 dollars qui avait été atteint une première fois dans les années 80 par une vraie manipulation qui avait eu lieu par ces deux frères. Ensuite, c'est un niveau qui avait été atteint une deuxième fois. Et ça s'était fini encore très mal pour les investisseurs sur l'argent à l'époque, en 2011. Entre 2011 et 2000, oui, je crois que c'était en 2000, 2015 peut-être, qu'on avait atteint le sommet sur l'argent. Et cette fois, c'était plutôt les investisseurs qui avaient spéculé avec des effets de levier sur l'argent suite à la crise des subprimes et aux risques qu'il y avait sur les dettes, notamment avec la Grèce, les risques d'explosion au niveau européen de l'euro, etc. Donc il y avait eu beaucoup de spéculation sur l'argent. Et là, on se retrouve à nouveau flirter avec ce niveau des 50 dollars. Si on regarde sur 45 ans, ça forme une figure chartiste qui est assez connue, qu'on voit beaucoup circuler sur les réseaux depuis quelques temps, qui est une tasse avec anse. Donc c'est une configuration qui, lorsqu'il y a franchissement de ce qu'on appelle la ligne d'eau, qui est la ligne qui fait relier le corps de la tasse et la anse. Peut-être que je vais partager peut-être mon écran Bien pour sûr, montrer oui. un petit peu à quoi Ah. ça ressemble pour ceux qui ne sont pas des puristes De la liste technique. d'analyse technique. Ouais. Alors, j'avais sorti un petit chart, j'avais mis de côté. Il doit être par là, peut-être. Voilà. Donc la tasse avec Hans, avec le premier sommet dans les années 80, le deuxième sommet, je crois que c'était en 2015. Et là, on est en train de tester à nouveau ce niveau. Ce qui veut dire aussi que si on franchit, ensuite, on peut prendre la profondeur de la tasse comme objectif. Bon, le premier, c'est la profondeur de la hanse, mais l'objectif principal, ça reste la profondeur de la tasse qu'on vient reporter au-dessus, ce qui nous enverrait sur plus de 100 dollars en objectif. D'accord. Alors, c'est un objectif qui est, à mon avis, en lui-même Du long terme déjà, c'est ça? plus Très long long terme. terme, mais qui peut être largement dépassé, je pense. Ok. Alors, je pense que par rapport à la demande industrielle, parce que l'argent a cette caractéristique de ne pas être seulement un actif valeur refuge et un actif monétaire, mais c'est aussi un actif industriel qui a tout son sens en ce moment avec la transition énergétique. Et la demande ne fait qu'augmenter avec les panneaux photovoltaïques, les véhicules électriques, Oui, c'est vrai. les éoliennes. On a une demande sur le solaire qui est monstrueuse et qui ne fait que croître, alors qu'on a un déficit qui ne fait qu'augmenter par rapport à ce qu'on arrive à avoir en extraction minière sur le marché de l'argent. On a depuis 5 ans un déficit qui ne fait qu'augmenter. Je crois qu'on est à un déficit de plus de 720 millions d'onces à aujourd'hui entre l'offre et la Ouais. demande. Et ça ne fait que croître. Et là, avec les data centers en plus, on a encore une demande qui vient se rajouter sur l'argent. Je crois qu'on est en moyenne à peu près à 300 kilos d'argent par data center. Donc on est sur des volumes qui sont énormes, surtout avec le solaire qui devrait à lui seul absorber plus de 30% de l'offre disponible sur le De marché. l'argent. Wow. C'est Donc, énorme. l'argent, c'est un métal qui aussi, contrairement à l'or, n'a pas été tellement recyclé dans le temps. Du fait des coûts de recyclage et du fait de son faible coût à l'achat, c'est un métal qui a été détruit depuis 5000 ans. Il y a 95% de l'argent qui a été minier, qui a été complètement détruit derrière. Donc, sur ces 5% qui restent, il y en a 85% qui est détenu par des fonds d'investissement. Il y en a très peu qui est sur le marché disponible comme ça pour le commerce retail. Et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait la demande est complètement inadaptée
par rapport à l'offre et qu'on va avoir un choc monstrueux sur la demande d'argent dans les années qui arrivent. Donc d'ici 2035, on a tous les véhicules au niveau européen qui doivent passer en électrique. On a des demandes monstrueuses. On a pour les véhicules électriques des batteries faites par Samsung pour changer les durées de charge sur les véhicules électriques et les passer en 9 minutes pour une charge complète qui nécessite 1 kilo d'argent par batterie. Donc on a des tas d'informations comme ça qui sont arrivées ces dernières années qui ont montré que l'argent était un actif qui pouvait exploser, mais faire peut-être x10 d'ici 2035 ou 2040, voire peut-être même plus. Il y a très très peu de gens, c'est vraiment passé sous les radars complètement, hein. On a une Ouais. performance qui doit être de l'ordre de 300% ces 5 dernières années, puisqu'on était peut-être à 11,80 $ je crois, à fin 2019 ou mi-2019. Maintenant, on est à 50 dollars. C'est passé complètement sous les radars des investisseurs particuliers et même des institutionnels, puisqu'il y en a tellement qui ont été échaudés sur les 2 derniers cycles qui se sont terminés par un bain de sang, qu'aujourd'hui, on a très peu d'investisseurs positionnés sur l'argent et c'est principalement la demande industrielle qui guide l'argent. Alors, on pourrait se dire, est-ce que toutefois, on n'est pas surévalué aujourd'hui quand même avec 50 dollars sur l'argent? Il faut savoir que 50 dollars en 1980, ça ne représente pas du tout 50 dollars aujourd'hui déjà. D'aujourd'hui, ça c'est vrai, ouais. 50 dollars en 1980, c'est plutôt 199 dollars aujourd'hui. Ok. Euh, et en 2011, on devait être à plus de 100 dollars en pouvoir d'achat par rapport à ce qu'on a aujourd'hui avec 50 dollars. Donc, je pense qu'on est encore loin d'avoir atteint un sommet sur l'argent et qu'il y a encore beaucoup à faire. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est quand on évalue l'argent par rapport à l'or, puisqu'il y a un ratio qui est quand même assez connu dans le milieu, c'est le gold-silver ratio. Donc, il faut savoir que en ratio minier, ce qu'on extrait à aujourd'hui, c'est 7 fois plus d'argent que d'or. Euh, En ratio historique, en valorisation sur les 1000 dernières années, on est plutôt sur un ratio de 1 pour 16. Une once d'or égale 16 onces d'argent. Si on D'accord. regarde sur les 60 dernières années, on est plutôt autour des 50. Et si on regarde où on en est aujourd'hui, on est plutôt au-delà de 80. Donc il y a une vraie Ouais. surévaluation de l'or par rapport à l'argent qui va à un moment donné se rééquilibrer. Et je pense qu'un retour, compte tenu de la demande industrielle qu'on va avoir sur les prochaines années, un retour à un ratio de 12, par exemple, c'est pas quelque chose de complètement dément. Si on a un gold à 4000, ça renvoie quand même à peu près à 330 dollars l'once pour le silver. Alors, ça semble dément, hein, mais quand on regarde ce qui s'est passé avec l'or dans les années 70, on avait l'or qui était à 36 dollars l'once pendant très longtemps. Personne n'aurait imaginé qu'on aurait plus tard une once de dollar à plus de 4000 dollars. Enfin, ça semble complètement démentiel. C'est vrai. Donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est très sain. Moi, j'avais annoncé déjà il y a une semaine dernière qu'il fallait s'attendre à une phase de consolidation. On enchaînait les semaines successives de hausse. Ça devenait compliqué de se projeter et de se dire qu'on allait franchir cette résistance historique des 50 dollars sans prendre un petit peu de 109, un petit peu de répit et pas un peu des prises de bénéfices. Et c'est beaucoup plus sain d'aller latéraliser sous les 50 dollars maintenant, et ensuite de les franchir avec des gens qui sont sur des positions longues et des convictions fortes, plutôt que de s'aventurer au-delà des 50 dollars et de ne pas avoir des investisseurs qui sont rentrés, qui ont fait des profits monstrueux et qui n'ont pas encore pris des bénéfices. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une opportunité aussi pour les investisseurs qui voudraient se positionner. Euh, il y a eu des signes qui sont intéressants ces dernières semaines de backwardation dont j'ai parlé sur les réseaux sociaux, puisque les métaux sont échangés par les professionnels via des contrats à terme. On a généralement une situation qu'on appelle en contango, où on a les prix des contrats à terme à échéance, par exemple décembre 2025, qui sont à un prix supérieur au cours du spot, puisqu'ils incluent des frais de stockage, des frais de transport, etc., des assurances. Et donc, lorsqu'on voit
que les prix passent en backwardation, ça montre qu'il y a une demande pour de l'argent tout de suite, enfin pour du métal silver tout de suite, immédiatement, à un prix, avec une prime qui est quand même assez élevée, puisqu'on a eu une backwardation qui était quand même à plus de 2 dollars, je crois, à un moment Ah, donné, au sommet. Et donc ça montrait une certaine tension des investisseurs et peut-être aussi des industriels qui avaient peur de ne pas être servis. Puisqu'il y a aussi des craintes derrière d'avoir euh, énormément d'investisseurs qui investissent via des produits dérivés, mais qui ne sont pas forcément tous enfin, adossés à des métaux physiques. Et bon, il commence à y avoir un petit peu de stress, puisque finalement, les panneaux solaires et les véhicules électriques, on ne va pas les fabriquer avec des contrats à terme, mais bien c'est avec... vrai. On a vraiment besoin de la matière première pour la exactement. fabrication. Ouais. C'est le côté métal industriel qui va de plus en plus prendre le dessus. Enfin, de mon point de vue. Même si l'argent peut-être va devenir un actif qui peut être acheté par peut-être dans les années qui arrivent des banques centrales pour des raisons de stock stratégique, puisque c'est pas de partout qu'on extrait de l'argent. Il commence à y avoir des tensions géopolitiques avec de nombreux pays qui minent de l'argent. Et le Mexique, la Russie, c'est des pays avec lesquels enfin, les États-Unis ou les pays européens ne pourront pas forcément toujours commercer de manière Sûr. sereine. Et dans un contexte où on a en plus besoin de ce métal dans l'armement, ça devient, je pense, une idée assez prépondérante de faire des stocks stratégiques au niveau des États. Donc, est-ce que plus tard les BRICS vont adosser une monnaie commune à de l'or? Est-ce que les BRICS vont adosser une monnaie commune à un panier de métaux? Ça me semble encore plus probable. Parce que l'or, en fait, représente finalement une richesse passée. Quand on regarde bien, il inspire de la confiance, puisque de partout dans le monde, on sait ce que vaut un lingot d'or. Et de partout dans le monde, il va être accepté comme étant une monnaie. Mais en réalité, ce qui fait vraiment la richesse d'un pays, c'est la productivité, la création de richesse, son PIB, et c'est la production d'énergie qui permet de créer de la richesse. C'est la consommation et la production d'énergie. Et l'argent, ça devient un métal vraiment indispensable pour la création d'énergie. Et les gens ne se rendent pas compte, mais il y a une élasticité output de 60 à 70% entre la création d'énergie primaire et enfin la consommation d'énergie primaire et la création de richesse. C'est-à-dire que quand on augmente la facture d'énergie, la consommation d'énergie de 10%, on augmente le PIB de 6%. D'accord. Donc, Ouais. tout Donc est c'est création d'énergie et consommation d'énergie. l'énergie. Et donc, ça va devenir quelque chose de extrêmement important de détenir les métaux qui sont absolument nécessaires à cette transition énergétique et à la création d'énergie dans les années qui arrivent. Donc, il n'y a pas que l'argent, hein, bien sûr, il y a tous les Bien sûr. platines, le palladium, le platine, qui sont également importants et qui ont eu tendance à se valoriser énormément ces dernières années. Mais l'argent, c'est vraiment le métal qui peut rendre les gens riches, de mon point de vue. L'or, ça va permettre d'éviter de s'appauvrir, parce qu'il permet de préserver de la richesse dans le long terme, hein. Avec une pièce d'or, un Napoléon, on pouvait acheter un cochon sur pied ou un vélo il y a 100 ans, on peut acheter la même chose aujourd'hui avec, hein. Mm. Et je pense que l'argent, c'est quelque chose, c'est vraiment qui peut apporter vraiment de la richesse aux investisseurs qui vont s'y intéresser dans les prochaines années. Donc, je me suis également intéressé du coup aux valeurs minières qui minaient ces métaux, et notamment certaines valeurs qui minent l'argent. Donc, il y en a plusieurs que j'ai en portefeuille. Il y en avait notamment une dont je voulais te parler, mais qui a pris un bain de sang aujourd'hui. Ça fait très bien. C'est First Majestic. D'ailleurs, j'ai toujours le partage d'écran, je crois, hein. Oui, c'est parfait. Ouais, on a Je vais te la l'écran. montrer ici. Voilà. First Majestic, c'est alors, les valeurs minières, ça m'a intéressé pour plusieurs raisons. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est comment elles réalisent leur marge. Les sociétés minières réalisent leur marge lorsque l'actif qu'elles commercialisent et qu'elles extraient a tendance à se valoriser, c'est-à-dire le métal, l'argent ou l'or qui est extrait par les sociétés minières augmente, mais que derrière, leur coût d'extraction n'a pas tendance à augmenter de la même façon.
Ce qui permet de mesurer cela, c'est l'évolution du cours du pétrole. En gros, quand le pétrole n'évolue pas aussi vite que le métal, les marges ont tendance à augmenter. Et là, on est sur vraiment quelque chose d'assez extraordinaire depuis quelques années. Si on regarde le oil to gold ratio, par exemple, on se rend compte, ben, j'aurais dû commencer par là peut-être. Oil to gold ratio, on se rend compte que ben, on est sur un niveau qui est extrêmement inté- en termes de valorisation. Ah, ça va mouliner. Je sais pas si je te l'ai. Ah oui, là, pardon. Euh, c'est un niveau qui avait seulement été atteint une fois en 2020, mais parce que c'était le pétrole qui s'était absolument effondré. On était même passé brièvement en territoire négatif sur les contrats à terme sur le pétrole, puisque tout était confiné, il n'y avait plus aucune demande au niveau du pétrole. Mais sinon, on est plutôt sur un ratio, on va dire, de l'ordre de, historiquement, de 20 barils pour une once d'or. Et là, on est passé à environ 50 barils pour une once d'or. C'est monstrueux. Ça veut dire que les marges des sociétés minières ont littéralement explosé en très peu de temps, puisque le métal qu'elles commercialisent a pris 300%. Le pétrole a eu tendance à baisser, puisqu'on est quand même sur des niveaux, je crois qu'on doit être aux environs des 80 dollars le baril, ou même moins en ce moment. Donc on est sur des niveaux de marge qui sont monstrueux pour les sociétés minières et qui ne se répercutent pas pour l'instant, enfin qu'on ne voit pas dans les cours des sociétés minières qui sont passées complètement à travers cette valorisation. Alors, moi, j'ai commencé à investir et à faire des premières publications là-dessus en novembre 2024, D'accord. il y a un an Il à y a peu un an près. maintenant presque, Et sur ouais. First Majestic, j'ai vu qu'il y avait un potentiel avec ce range qu'on voit qui est assez clair entre les 4 dollars et les 24 dollars, où on a quelque chose de sympathique qui peut être réalisé. Donc pour l'instant, on a eu une belle progression. On est monté à près de, enfin, à 15 dollars à peu près. Mm. Là, on reconsolide, on est redescendu à 12 dollars. Pour moi, le chemin est loin d'être terminé. Et au-delà des 20 dollars, je pense même qu'on est sur un super cycle qui va durer des années sur les valeurs minières. Puisque si on est en période de stagflation, il n'est pas impossible qu'on voit le cours du pétrole continuer à rester bas et le cours des métaux continuer à augmenter face au déficit qu'il y a entre l'offre et la demande, notamment sur le silver. Et on pourrait franchir le seuil des 24 dollars à la hausse, ce qui sous-entendrait que derrière, dans ce cas-là, d'un point de vue purement chartiste, il faut reporter la profondeur du range pour avoir l'objectif suivant. Ça veut dire qu'en gros, on peut aller tabler au-delà de 24 à 20 dollars de plus, aller taper une quarantaine de dollars pour First Majestic qui était à 4 dollars l'année dernière encore. Ok. Donc, bon, on en est encore loin, hein, mais je donne des perspectives parce que je pense que ça peut aller très très vite, puisque c'est quand même allé très vite depuis quelques mois, hein. On est passé de 6 dollars à 15 dollars en quelques Ouais. mois. Et il y a d'autres valeurs comme ça que j'ai en portefeuille, Pan American Silver, Dolly Garden, qui ont fait des progressions en un an à plus de 100%, qui sont particulièrement intéressantes et qui sont loin d'avoir atteint le bout du chemin. Donc, il y a tout un changement de paradigme qui est en train de s'opérer et je pense que pour l'instant, il y a très peu d'institutionnels, de gérants qui s'intéressent aux valeurs minières. Donc, il y a encore un niveau de sous-valorisation qui est monstrueux et j'en ai entendu parler pour la première fois sur BFM il y a une semaine, juste après notre Oui, entrevue, c'est vrai. alors que quelque chose qui était passé sous les radars mais depuis le Ouais. début. Et justement, il y a une semaine, j'ai entendu pour la première fois parler des valeurs minières. Et il a fallu qu'ils en parlent pour que ça Donc s'effondre. ça, c'est... Mais bon, je pense que ceux qui sont rentrés sur les valeurs minières, parce que j'ai reçu plein de messages, j'ai vu sur Messenger, ils sont tous affolés, parce que Mm. moi j'en prends beaucoup. Je propose, enfin, je montre aux gens là où il faut regarder. Après, chacun est libre de Oui, prendre bien son sûr, c'est investissement. ça. Chacun est libre de prendre Hein. ses décisions et investir son argent, ça c'est... Mais il y a encore énormément de potentiel sur de nombreuses valeurs et sur ce secteur d'activité. Donc c'est quelque chose dont je voulais te parler ce soir parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui s'y intéressent et c'est franchement dommage. Ok. Bah, c'était très, très intéressant. En tout cas, pour ma part, moi, j'ai appris des choses aujourd'hui. Il y a maintenant un secteur à surveiller, surtout après ce retracement. Donc, à voir, est-ce qu'on aura vraiment
ce rebond et ce retour et puis cette continuation haussière. Ouais, c'est vrai. Et comme on dit un peu dans la bourse, c'est un peu les soldes. Donc oui, après un retracement, pourquoi pas? Encore une Ouais, fois, hein, c'est pas des conseils, mais vraiment c'est la logique, hein, le fonctionnement de l'offre et la demande. Pourquoi ouais. pas bah, commencer à s'intéresser à ces valeurs et à commencer à acheter, bien sûr, Il y avec... a Jonathan Tmadja, Tradosor, qui propose des vidéos que je trouve super, où il donne des niveaux techniques qui sont intéressants pour ceux qui veulent faire du DCA et acheter en plus de temps en temps quand il y a des soldes. Moi, sur mon groupe Facebook, je le recommande souvent d'aller regarder ces vidéos parce qu'elles sont vraiment top pour investir sur l'or et sur l'argent. Il y en a plein des personnes comme ça dans le milieu qui sont super. Moi, j'apprécie beaucoup ce que tu fais aussi, Makram. Je suis ton premier invité pour cette chaîne Oui, c'est et vrai. j'espère Et que, merci. il y en aura beaucoup d'autres derrière moi qui vont venir Merci. euh, discuter avec toi parce que c'était un véritable plaisir d'échanger avec toi. Euh, je Et te bah, remercie pour ce temps qu'on a passé ensemble à échanger sur l'or, sur l'argent. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble, bien sûr. euh, ici ou ailleurs. Et puis, je te dis à très bientôt. Passe une Merci excellente beaucoup, journée. Stéphane. À très bientôt. Merci.